Très bien, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents à cette nouvelle édition de webinaire de Fortran autour des prédictions et tendances concernant la cybersécurité pour la session 2024. Avant toute chose, je voudrais nous excuser auprès de vous. Vous n'aurez pas le grand plaisir de voir nos visages aujourd'hui, car on vient d'avoir un incident sur la plateforme et manifestement, toutes les webcams sont coupées. Donc, voilà, vous avez ici un aperçu des personnes qui seront avec moi aujourd'hui. Donc, vous ne verrez pas en vrai. Vous allez nous écouter, je l'espère. Et en attendant, je vais les laisser se présenter. Donc, moi-même, je suis Julien Gouez, je suis responsable de la partie commerciale de Fortran pour les pays du sud de l'Europe. Et j'ai donc avec moi aujourd'hui Théo, Dalila et Emmanuel. Ok. Théo? Ah oui, bonjour, bonjour tout le monde. Moi, c'est Théo Zafirakos. Moi, j'ai le rôle de responsable de services professionnels chez Terranova Security. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec nos clients. On assiste à implémenter un programme de sensibilisation qui adresse le risque le plus important, les menaces, mais aussi faire attention à leur capacité, puis aussi leurs objectifs pour l'implémentation qui est personnalisée. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dalila Benatia, donc dans un rôle de directrice régionale pour Terranova Security Europe, et on charge également des trajectoires de sensibilisation pour l'accompagnement de nos clients, que ce soit sur la partie donc gestion du risque humain et pilotage des indicateurs pour la performance au niveau de l'utilisateur. Et Emmanuel. Bonjour. Merci Julien. Bonjour à tous, donc Emmanuel Evensour, donc je suis Solutions Engineer en français, ça donnerait ingénieur technico-commercial, et je couvre les solutions de cybersécurité qui sont dans la partie infrastructure protection de l'infrastructure chez Fortran, à savoir des solutions, un scanner de vulnérabilité, une solution de pentest, une solution et deux solutions de red teaming, également un fuzzer. J'ai pas nommé ces solutions, mais par la suite, je le ferai certainement. Voilà, heureux d'être ici. Très bien, donc juste un bref agenda pour la session aujourd'hui. On avait fait le même webinaire à la même période de l'année dernière, en 2023. Donc on va reprendre un tout petit peu les échanges que nous avons eus. Je m'excuse, je ne suis pas sûr si vous voyez un pop-up. Oui, c'est juste. Donc je reprends, excusez-moi. Donc on fera un bref récapitulatif de ce que nous avions évoqué il y a un an, puis nous passerons à nos prévisions pour 2024, avec donc quelques recommandations également que l'on pourra faire sur ces sujets-là. Et puis vous aurez aussi l'opportunité de poser vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez le faire d'ailleurs tout au long du webinaire. Il y a un petit panel de questions pour cela. On répondra pas forcément au fil de l'eau, mais j'espère que si on en a le temps, on pourra le faire en fin de session. Et si c'est pas le cas, dans tous les cas, on répondra en privé à chacune de vos questions. N'ayez crainte. Simplement, vous précisez également qu'un enregistrement de ce webinaire sera envoyé à tous les participants. Donc voilà. On va tout de suite poursuivre donc avec un petit récapitulatif de on s'était dit il y a un an et des tendances qui avaient été dessinées à cette époque-là. On avait détaché quatre grands thèmes, un autour de l'activisme, un thème autour de l'élargissement du spectre des attaques, on va dire, des cibles qui augmentaient sensiblement. Probablement aussi, espérer en tout cas voir que les réponses aux attaques, il y avait une tendance à l'amélioration. On espérait voir cette tendance continuer à s'améliorer sur toute l'année passée. Et puis, toute une partie également avec la partie réglementation et davantage de lois. On voyait bien que on était là aussi dans une dynamique qui n'était pas spécialement focusée sur 2023, mais qui venait déjà d'années antérieures, et qu'on s'attendait à ce que cette tendance se confirme. Donc, bref résumé, en termes d'activisme, là je pense qu'effectivement nos prévisions étaient assez bonnes, je dirais entre guillemets malheureusement. Alors c'est pas vraiment une surprise non plus, parce que le contexte de la guerre en Ukraine évidemment était déjà présent il y a un an, et il n'y avait pas
forcément de signe que cela puisse ralentir sur un si bref temps. Évidemment, entre-temps, eh bien, d'autres situations, d'autres théâtres dans le monde, notamment la situation du conflit au Proche-Orient, qui sont venus se greffer à ces aspects-là. Donc, c'est là encore quelque chose qui est renforcé. L'élargissement des cibles, ça aussi, c'est un point qui est particulièrement d'actualité, particulièrement tout ce qui concerne les attaques sur les fournisseurs de multifactor authentication, par exemple, tout ce qui concerne également toute la gestion des mots de passe au sens large, en fait. On a vu aussi divers vecteurs, des complexifications des méthodes. Et puis aussi, de plus en plus, et là aussi, c'était quelque chose de très attendu, parce qu'avec la multiplication de l'IoT, eh bien, manifestement, ça fait aussi des cibles en plus. Et donc là, si on a constaté un accroissement, on va dire, des activités autour de ces sujets-là. Sur les aspects un petit peu plus positifs, c'est vrai aussi qu'il y a eu des améliorations quant à la réponse qu'arrivent à donner les organisations et les entreprises à ces attaques-là. Zero Trust, c'est devenu un peu le mot à la mode, hein, c'est un vrai motif de satisfaction. Son implémentation se poursuit, clairement. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Quelque chose aussi que l'on voyait venir, c'est que les entreprises scrutent de plus en plus leurs fournisseurs de manière générale. Il y a une vraie évaluation des risques qui est mise en place. Il y a une vraie volonté de vérifier leur capacité à mitiger ce risque finalement. Et puis en ce qui concerne la croissance de la partie législative, de la partie réglementaire, je vais peut-être laisser la parole quelques instants à Dalila sur ce sujet. Je crois qu'il y avait des points à soulever. Oui, alors merci Julien. Effectivement, hein, donc l'année 2023, on avait donc vu apparaître des réglementations telles que DORA, telles que l'évolution du champ d'application de NIS 2, et on avait justement craint que cette multiplication des lois puisse créer de la confusion. Alors au niveau de la tendance 2024, c'est vraiment de l'adaptation en termes de mise en conformité, hein, qu'on a un peu vu avec justement, que ce soit sur la partie DORA, le fait d'avoir une gestion des incidents majeurs liés aux technologies, ainsi que la gestion des risques au final des tiers, avec notamment la supervision directe des prestataires de services critiques au final, et puis surtout l'élargissement, hein, du champ et du spectre de NIS 2 en conséquence de l'élargissement aussi du spectre des attaques, qui a évolué vers des entités telles que les transports, les administrations publiques, les télécommunications, et surtout avec le renforcement des obligations de sécurité de signalement et de mesures de surveillance, ce qui crée au final des impacts sur l'adaptation, la mise en conformité, que ce soit par rapport aux entreprises, mais également par rapport aux prestataires. Merci. D'ailleurs, pour compléter un petit peu ce bilan, ces informations sur l'année passée, simplement vous indiquer que pour la préparation de ce webinaire que Fortra présente dans différents pays, il a été fait aux États-Unis, il a été présenté hier à nos clients hispanophones, on le présente aujourd'hui en français. Donc on a bénéficié d'une collaboration avec l'entreprise Forrester, avec des analystes, et on a eu l'occasion donc d'échanger un petit peu avec eux et de partager un certain nombre d'informations pour la préparation de ce webinaire. Je vous mets ici quelques infos qui sont intéressantes. Les informations que vous avez sous les yeux concernent une enquête que mène Forrester justement auprès de décideurs dans le monde de la cyber tous les ans. Et la particularité, c'est que ce sont des gens qui ont déclaré avoir été victimes d'au moins une attaque sur l'année écoulée, sur les 12 derniers mois. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes à relever. Par exemple, il y a assez peu de changements finalement dans le top, la classification des vecteurs d'attaque les plus communs. Le top 3 n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est exactement le même. On a simplement highlighté un petit peu le fait que la partie, si on fait l'addition, disons-nous, de la partie phishing et de la partie social engineering, qui sont quand même deux thématiques assez liées, là, pour le coup, on a quand même une petite augmentation. C'est ces deux aspects qui continuent de représenter un facteur significatif de risque.
Alors, ça devrait être une surprise pour personne, ça c'est clair. Encore une fois, c'est pas un gros changement de tendance. Mais par contre, ça devrait représenter oui, une certaine préoccupation pour les responsables de sécurité. Et encore une fois, surtout considérant que voilà, la tendance est là et on n'attend pas non plus de grosses évolutions sur ces aspects-là dans, en tout cas, très court terme. On peut s'attendre à un certain renforcement, d'après leurs analystes, du cadre réglementaire, encore, c'est ce qu'on vient d'évoquer avec Dalia, et certainement, ça va être la poursuite de cette tendance-là. Certainement, eh bien, des entreprises comme la nôtre, par exemple, vont faire l'objet d'une vigilance particulière. Tous les gens qui sont amenés, alors je dis comme la nôtre, mais pas spécialement dans le monde de la cybersécurité, mais de manière générale, toutes les entreprises qui sont amenées à générer, à créer du software, à générer du code informatique, eh bien, on est aussi ciblé régulièrement par ce type d'attaque et on peut s'attendre aussi à ce que le cadre réglementaire et à ce qu'il y ait une loupe particulière qui soit mise sur ces métiers-là. On peut s'interroger aussi sur ce qui pourra se passer au niveau des assurances ou des cyberassurances. Par exemple, on peut noter que assez récemment, la SEC aux États-Unis, donc c'est l'équivalent de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers, a engagé des poursuites individuelles contre le CISO de SolarWinds suite au problème qu'il y a eu avec certains de leurs produits. Donc là, c'est vrai aussi qu'on s'attend qu'il y ait des réactions et ça fait partie aussi des analyses que nous ont indiqué les personnes de Forrester. On s'attend à ce qu'un certain nombre d'entreprises, par effet de rebond, finalement, se voient un petit peu red flaguées, je dirais, par les compagnies d'assurance, surtout si ces responsabilités sont avérées finalement. Mais au-delà de ces quelques chiffres et de ces quelques analyses, Théo, je peux te demander, toi, ce que tu en sais par expérience, parce que je crois que au-delà de tes fonctions actuelles sur la partie Professional Services, c'est des thématiques que tu as abordées aussi chez Terra Nova et chez Fortra de manière très directe. Oui, on voit ça très souvent, puis surtout sur l'amaçonnage, puis l'ingénierie sociale qui existe depuis longtemps. Comme on voit aussi dans les statistiques, ensemble, ces deux points passent presque la moitié à 46% des attaques qui passent par le phishing, qui est une méthode de l'ingénierie sociale. Puis ces menaces ne sont pas près de disparaître. Je pense que notre prise de conscience de cette année, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à résoudre puis adresser ce problème? Parce que c'est pas seulement la sensibilisation à la sécurité puis les filtres de messagerie à mettre en place. C'est toutes les pratiques qu'il faut mettre en place, les pratiques commerciales, le processus d'affaires qui permet à tous les collaborateurs de faire une bonne décision, de décider quand quelqu'un va cliquer sur un lien ou suivre les instructions d'un email urgent parce qu'il veut aider, il veut atteindre les objectifs d'affaires. Le collaborateur doit, est-ce qu'il adopte les pratiques de sécurité, de confiance, de bonnes pratiques? Est-ce qu'il vérifie eux-mêmes les requêtes? Pas seulement faire confiance à la technologie pour les avertir qu'il y a une escroquerie potentielle, parce que beaucoup de fois, on voit que si on fait trop confiance aux outils, nous, on ne fait rien, on clique sur tout. Mais aussi, il faut bâtir de services d'affaires qui garantissent que ces vérifications sont effectuées avant de prendre des actions sur de requêtes ou de courriels qui semblent être peut-être inhabituels ou qui s'écartent un peu de notre procédure standard. Du côté cyberassurance, je crois que notre dépendance à la cyberassurance va être peut-être réduite un peu parce qu'on voit aussi la sensibilisation de compagnies d'assurance. Ces compagnies d'assurance ont profité pendant plusieurs années sans avoir vraiment fait de gros paiements tout à coup. Mais ils payent des pertes pour des brèches les 2 dernières années en chiffres qui peuvent être étonnants. Les entreprises peuvent moins compter sur la cyberassurance parce que il faut avoir surtout ses propres contrôles de sécurité de se défendre avant qu'il y ait quelque chose qui s'arrive. La cyberassurance, c'est
sera pas éliminé, mais peut-être c'est quelque chose qui va être plus minimisé si on regarde des entreprises qui vont mettre l'argent à côté pour faire le auto-assurance, puis se protéger eux-mêmes si c'est besoin, puis déterminer si l'investissement à l'assurance est trop élevé, puis ça vaut la peine. Oui, c'est C'est un ça, c'est risque la à la balance du côté. risque finalement, hein. Oui, c'est un risque qu'il Et faut l'argent. décider si on prend ces risques ou non. Puis il y a aussi des exceptions que les assurances ne vont pas couvrir. Ou dans d'autres cas, les assurances peuvent demander que les entreprises ont un certain niveau de contrôle, de sécurité avant de donner Couvrir le risque. de couvrir le risque comparé au risque. Puis les primes peuvent être trop élevées. Très bien, merci. Mais justement, avant d'attaquer sur les prévisions pour cette année 2024, je voulais vous proposer de répondre à un petit sondage sur quels sont les sujets qui sont vos préoccupations. Je vais le lancer là, je vais vous laisser une petite minute pour répondre et puis on va reprendre le cours du webinaire juste après. Oui, allô, excusez-moi. Merci beaucoup pour la participation à ce sondage. Déjà, merci parce que vous avez été très nombreux à y participer activement. Et donc, le résultat, très aligné avec les chiffres que nous avons partagés de l'enquête de Forrester précédemment, puisque vous êtes 43% à considérer que les attaques d'ingénierie sociale et de hameçonnage constituent la première préoccupation pour vous dans les mois à venir. Donc, merci encore de cette participation. On va passer maintenant donc à la partie purement prédiction de ce webinaire, pleinement prédiction, je veux dire, de ce webinaire, avec le premier point qui consiste à évoquer avec vous un sujet, alors là encore une fois, une tendance qui s'est déjà amorcée il y a un certain temps, mais dont on pense que dans les prochains mois, on devrait observer une assez nette accélération, qui consiste à un retour que l'on a de beaucoup de nos clients, beaucoup des gens avec qui nous échangeons, d'avoir la volonté finalement d'avoir une approche un peu plus, d'avoir une plateforme unique, je mets des guillemets autour de ça parce que clairement on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais en tout cas d'avoir la volonté de réduire assez drastiquement l'extraordinaire hétérogénéité de l'outillage que l'on a aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité. Et donc de chercher à embrasser en tout cas le maximum de leurs besoins au sein d'une seule et même plateforme. Emmanuel, tu peux peut-être partager tes expériences à ce sujet? Absolument, Julien. Merci. Donc, effectivement, moi, dans le cadre de mon travail au quotidien, je suis amené à
Voilà, ouais, je ne voyais plus le slide. Donc, je suis amené à parler avec beaucoup de clients potentiels, de clients, avec des partenaires, avec des distributeurs. Et ce que je constate, c'est le nombre toujours plus élevé d'outils de cybersécurité dont disposent les clients potentiels. J'entends parfois parler de 30, 40 solutions différentes. Et donc, je me dis, quel casse-tête énorme ça doit être au niveau des décisionnaires économiques, c'est-à-dire devoir traiter avec différents vendeurs, différents termes, différentes manières de procéder, différents types de contrats. Et en ce qui nous concerne le plus ici, au niveau des opérateurs, au niveau des utilisateurs de ces solutions, à savoir donc savoir comment utiliser ces solutions, utiliser le maximum du potentiel qu'offrent les solutions, et aussi être au courant des gaps qu'il y a entre ces différentes solutions. D'accord. Et aussi le côté redondant de ces différentes solutions, puisque certainement en ayant 30-40, c'est peut-être le niveau le plus élevé que j'ai entendu, 30-40, mais tout ça pour dire que c'est très important bien de les connaître et d'être formé dessus. Et tout ça, ça crée une complication. Donc, au niveau des opérateurs, comme j'ai dit, au niveau des décisionnaires économiques. Et donc, d'où l'importance et les demandes. Et je vois que, je vais donner un petit exemple dans un instant avec les outils que moi je couvre, mais d'où l'importance d'une plateforme unifiée. Une plateforme unifiée qui, en l'occurrence, est offerte par un vendeur. Donc, ça règle le côté, une grosse partie en tout cas, des soucis administratifs. Et au niveau de l'approche, donc des opérateurs, eh bien, on a une plateforme unifiée qui comprend une panoplie importante de solutions de cybersécurité qui, ont une homogénéité au niveau du design et de la structure, qui ont une intégration, donc c'est une intégration entre ces différents produits, et qui veille à ne pas avoir de redondance aussi entre ces différents produits, et donc qui facilite, la formation, l'approche à ces différents produits, et, donc et la facilité avec laquelle les opérateurs peuvent les utiliser. Maintenant, j'en viens à un petit exemple personnel. Je couvre, et comme je l'ai dit au tout début, je couvre 5 solutions. Voilà. Donc, une solution, je vais parler donc de 4 d'entre elles. Une solution un scanner de vulnérabilité, Frontline, qui couvre tout ce qui est infrastructure, application web. Core Impact, qui est une solution de pentest semi-automatisée. Donc, vous pouvez automatiser une bonne partie et vous pouvez prendre des décisions logiques. Donc, ça couvre toute la kill chain de A à Z, et 2 solutions de red teaming, CobbleStrike et OST. OST pour Outflank Security Tooling. CobbleStrike, qui est un C2 framework très connu, Command and Control, et OST, qui est un outil qui vous permet d'utiliser des outils déjà prêts et évasifs pour le contournement des défenses. J'en viens à mon point. Toutes ces solutions-là, c'est une continuité logique à partir de la détection des vulnérabilités jusqu'à le test des défenses. C'est une continuité logique, et toutes ces solutions, eh bien, s'intègrent les unes avec les autres. Alors, si vous voulez, les solutions que je couvre, eh bien, c'est un exemple à un petit niveau de ce qu'on pourrait retrouver dans une plateforme unifiée. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, Julien. Merci. Théo, je te laisse peut-être également partager quelques points de vue. Oui, on voit que la sécurité a connu une belle croissance, une croissance rapide au cours de 25 dernières années, mais si on compare aux autres secteurs, le secteur de technologie est encore jeune à propos des autres, à rapport des autres industries. Mais le secteur de technologie doit être profondément intégré comme composant dans tous les modèles d'affaires modernes. Et puis, pas seulement en tant que mécanisme de défense contre les cybermenaces, mais aussi qu'un composant fondamental pour prendre en charge des différents aspects des opérations commerciales, la planification stratégique, la conformité, l'innovation. Par exemple, ici, chez Fortran,
nous regardons les différents outils que nous voulons acquérir, les différents outils qu'on a déjà, puis on cherche d'avoir est-ce qu'il y a davantage pour des autres équipes de l'entreprise où leur objectif, ce n'est pas juste la sécurité pure. Nous avons trouvé plusieurs opportunités où certaines de nos équipes opérationnelles peuvent bénéficier de leurs données que nous voyons. Peut-être il ne s'agit pas de même ensemble de données, mais ça peut les aider. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser nos produits et les fonctionnalités pour mieux utiliser l'entreprise? Okay. Par exemple, si on a un pare-feu qui filtre l'accès à notre site web, mais si on voit qu'il y en a beaucoup de monde qui s'intéresse d'une région, ben, ça veut dire que peut-être il y a un marché à explorer, puis élaborer nos opérations, puis nos ventes dans cette région, parce qu'on voit du monde qui vient à notre site de cette région, peut-être ils seront intéressés. C'est beaucoup mieux si on peut mettre en œuvre un outil ou une nouvelle technologie, puis l'utiliser à 100%, même à 120% de leur fonctionnalité, de leur capacité, au lieu d'avoir plusieurs petits outils où on n'utilise pas à pleine capacité. Okay. On a déjà vu que l'amaçonnage, l'ingénierie sociale, c'est un aspect important, mais quand on parle de ce type d'attaque, peut-être on a un outil pour faire la surveillance des emails, peut-être on a un outil pour suivre les activités, les actions des utilisateurs. Peut-être on a un autre outil qui monitore le trafic web. Est-ce qu'on a la visibilité de cet événement complet qui consiste de plusieurs actions? Est-ce qu'on a besoin d'aller sur plusieurs écrans, plusieurs outils, de nous expliquer? Puis des fois, il y a une duplication des événements qu'on voit, ou est-ce qu'on a un outil qui prend toutes ces informations, toutes ces actions, puis il nous montre en temps réel qu'est-ce qui se passe. Puis comme ça nous aide d'avoir une meilleure visibilité, mais aussi du point de vue des réponses au cas des incidents, puis de triage, d'évaluation des événements. C'est beaucoup plus facile de faire ça à partir d'une plateforme au lieu de plusieurs écrans qu'on a besoin de regarder sur nos postes. Je crois que ça, c'est dans ce qu'on verra. Oui, en 2024. Tout à fait, oui. Bah ça rejoint encore une fois complètement les échanges qu'on avait pu avoir avec les analystes de Forrester, au-delà des aspects statistiques, quand on échangeait un petit peu avec eux aussi autour de ces prédictions qu'on évoquait. C'est vrai que eux mettaient beaucoup plus le point sur l'aspect opérationnel que vous avez mentionné tous les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué, voire impossible pour une équipe qui est en charge de la sécurité, pour les analystes, de prendre des décisions qui soient à la fois bonnes et rapides, s'ils doivent multiplier les points d'entrée, s'ils doivent croiser les informations, s'ils doivent switcher d'un écran à l'autre constamment, etc. Ne serait-ce que d'un point de vue strictement pratique, finalement, ça pose quand même de sérieux problèmes. Ça pose aussi des problèmes tout simplement de formation, d'avoir les équipes prêtes dans un temps qui soit raisonnable. On sait aussi que tout ce qui concerne le staffing de la sécurité aujourd'hui, c'est un vrai challenge dans beaucoup d'entreprises. Et il est quand même très important que les organisations prennent un soin assez particulier dans la sélection des produits et à trouver des produits qui soient simples à prendre en main et assez rapides à prendre en main. Dalila, je te demanderais peut-être de clore sur cette partie-là, si ça te va. Oui, oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait, je vous avais perdu tout à l'heure, désolée. Donc effectivement, pour rejoindre un petit peu ce que vient de développer Théo, donc c'est une industrie jeune, ce qui implique au final une tension très forte sur les ressources et les spécialités ainsi que les compétences. De ce fait, le secteur va devoir justement, a déjà commencé à penser un petit peu des programmes de formation, que ce soit au niveau public, mais également au niveau privé, voire même des initiatives mixtes qui intègrent des initiatives publiques-privées pour mettre à jour au final des campus,
écoles spécialisées, notamment justement pour couvrir un petit peu l'avènement de l'intelligence artificielle. Et puis, quand on va parler également de plateformes unifiées, plateformes uniques, on va également parler de compétences techniques poussées qui vont justement aller couvrir un petit peu le spectre de ces besoins-là. Donc, voici vraiment en termes de conclusion sur l'approche unifiée. Donc, ça, au final, ça parle de technologie, ça parle de processus, mais ça parle également d'humain dans cet objectif-là. Je te redonne la parole, Julien. Eh bien, je crois que je vais te la rendre tout de suite parce que on va aborder maintenant les questions qui concernent les tensions géopolitiques, un sujet qu'on avait déjà abordé lors du webinaire de l'année passée. Je te laisse poursuivre sur ce sujet. Merci Julien. Alors tout à fait, on avait abordé la thématique l'année dernière, donc en termes de prédiction, donc on va quand même revenir sur ce qui a marqué l'année 2023 avec des fortes tensions géopolitiques, que ce soit au niveau du conflit russo-ukrainien ou plus récemment le conflit israélo-palestinien. Au final, en termes de faits, en 2023, on a eu bien évidemment qu'on va développer avec vous un peu plus tard, mais on a pu voir en fait que ce soit en termes de cyberattaques sur des secteurs vitaux comme les hôpitaux en France, en Allemagne, ou la multiplication des campagnes de désinformation ou de contournement d'images de certains médias, on voit que les tensions géopolitiques s'invitent clairement dans le spectre et le paysage de la cybersécurité, et des éléments donc en termes de prédiction vont être autour plutôt de la planification des événements. Et là, je vais plutôt laisser peut-être Théo, je crois, développer avec des exemples un peu précis sur cette prédiction. Oui, merci Dalila. Puis j'aime commencer avec une citation de notre CISO, les RSSI de Fortran, Chris Rafkin, qui dit croyez la moitié de ce que vous voyez, puis rien de ce que vous entendez. Puis je pense que ce concept de faire confiance, mais toujours vérifier, est très important puis crucial pour tout le monde. Nous disposons de nos propres renseignements sur les menaces dans lesquelles on a vu des vidéos, des audios qui sont combinés, des vidéos audio qui sont fabriquées pour créer qu'on dit les deepfakes, les médias synthétiques, pour cibler les individus. Puis cela, ça va continuer d'évoluer. La géopolitique va influencer considérablement la cybersécurité des organisations puis aussi des gouvernements. À mesure que cette fréquence et la sophistication de cyberattaques va augmenter, ces menaces les attaques ont très souvent une motivation géopolitique. Puis ils ne ciblent pas seulement les nations, mais aussi les entreprises qui représentent ces nations. On a vu ça ici, même ici au Canada, que des attaques qui ciblent les organisations du côté privé pour affecter le gouvernement. Ils vont cibler les réseaux privés, les infrastructures critiques, tout qui est essentiel pour la survie de la nation, puis aussi l'économie de cette nation. Puis ça va élargir la portée de ce qu'on appelle la cyberwars, la cyberguerre. Puis les attaques vont désormais aller perturber les services aux citoyens, à semer la discorde à la population ou affaiblir toutes les structures sociétales qu'on a mis en place et qui existent. C'est toutes les organisations de toute taille qui vont être ciblées par des conflits géopolitiques, puis vont faire face à des attaques des nations qui sont bien préparées, bien équipées avec des ressources, des personnes, aussi de la technologie. Et puis beaucoup de fois, on ne connaît pas la nature de ces attaques. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cible, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut voler d'informations, faire l'interruption de service, détruire l'information, voler de l'information?
c'est quoi les objectifs, ça devient un peu difficile. Puis là, c'est difficile de savoir où mettre les priorités, puis quoi protéger. Ça va être un défi important aux entreprises, surtout pour celles qui ne sont pas prêtes à adresser cette menace. Nous, quand on pense à nos fournisseurs, on pense, OK, où sont nos fournisseurs? Bien, la plupart de nos fournisseurs sont dans une zone qui est exemptée de conflits, mais où se trouve leur équipe de support, leur équipe d'assistance, où se trouvent les fournisseurs de nos fournisseurs. Il faut demander ces questions, de comprendre vraiment votre risque mondial que vous avez avec vos tierces parties. Puis, il faut poser cette question tôt dans l'acquisition de produits avant que ce soit trop tard. Très bien, merci. Oui, moi, de mon côté, je voulais peut-être juste faire un petit pas de côté. Alors, c'est vrai que nous, notre rôle d'éditeur, notre métier consiste à travailler avec des entreprises, privées ou publiques, mais en tout cas avec des organisations. Je pense que cette partie-là des tensions géopolitiques va avoir bien évidemment un impact bien au-delà de ça, avoir un impact direct sur nous en tant que citoyens finalement. Et je pense que pour refaire le lien, c'est aussi important que des gens comme nous, comme vous, qui êtes dans l'assistance aujourd'hui et qui êtes donc avec une connaissance bien supérieure à la moyenne des gens dans la vie courante sur ces sujets-là, eh bien, participent, je dirais, à la prise de conscience. Il y a un aspect qui pour moi est intéressant pour l'année qui vient, c'est que si on prend au niveau mondial, plus de la moitié de la population en âge de voter va être appelée aux urnes. Il y a eu les élections à Taïwan le mois dernier, il y aura le Mexique, il y aura l'Inde, le Brésil, je crois, les États-Unis, bien évidemment, en fin d'année. Ce sera certainement le point d'orgue sur cet aspect-là. Et on sait très bien que toutes ces élections-là vont être le cible d'attaque. En Europe, il y aura les élections européennes au mois de juin, etc. Les deepfakes vont se multiplier. En préparant ce webinaire, j'écoutais la radio hier ou avant-hier, j'écoutais que les électeurs aux États-Unis pour les primaires avaient reçu un audio de Joe Biden imitant sa voix, bien évidemment, donc un deepfake en l'occurrence, incitant les électeurs républicains à ne pas se rendre aux primaires pour réserver quelque part leur vote pour les élections, les vraies élections en fin d'année. Donc voilà, c'est clair que il y a cette volonté, vous l'avez dit, de déstabiliser finalement. Et pour reboucler avec ce que je disais il y a un instant, il y a un autre sondage qui est intéressant, qui a été publié aux États-Unis il y a très peu de temps, qui tente à montrer qu'il y a près de 50% des gens qui ne savent tout simplement pas ce que c'est qu'un deepfake ou ce que l'intelligence artificielle est de générer aujourd'hui. Donc ça, évidemment, c'est vraiment pas une très bonne nouvelle pour les gens comme vous et nous. Par contre, c'est une très très bonne nouvelle, effectivement, pour tous ces cyberdélinquants, pour toutes ces organisations qui cherchent à semer un peu le chaos et la zizanie. Emmanuel, tu avais un commentaire de ton côté à faire? Oui. Merci, Julien. Donc, comme je suis basé en Israël, bien, tout simplement, j'ai une certaine sensibilité aux données qui viennent d'ici. Et juste pour le petit commentaire, et ça rejoint ce que disait Théo juste avant, on a constaté, je vais vous citer quand même les sources, c'est important. Donc, il y a deux sources principales pour ce que je vais vous dire maintenant. C'est le CEO de Checkpoint, société bien connue, israélienne, et la direction nationale pour la cybersécurité, donc en Israël, qui dans des articles, ont annoncé que depuis le début de la guerre, donc depuis le 7 octobre, il y a eu une augmentation globale d'environ 20% des attaques, dont 50% qui ont vraiment visé les organisations gouvernementales. Et il y a eu aussi une autre constatation, c'est que la nature des attaques. Donc, au début, ces attaques étaient des attaques relativement simples, à savoir de l'espionnage, de la collecte d'informations. Et puis, crescendo, les attaques se sont intensifiées pour des attaques du type d'intrusion, malware, ransomware, et on dénote pas moins de 15 groupes différents. Et il y a aussi le privé qui a été touché. Donc, je rejoins ce que dit Théo ici.
en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit seulement, enfin je ne pense pas, ce sont des faits, mais ce ne sont pas les pays concernés seulement qui sont atteints par ça, mais ce sont les parties concernées, c'est plus global, forcément chaque fois qu'il y a une guerre. Et on retrouve ce scénario graduel au niveau des attaques se retrouve également dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et j'insiste sur un point ici, et c'est la conclusion de ce que je viens de dire, c'est l'importance d'être prêt et d'anticiper. Toujours, malheureusement, mais le pire pour être prêt au mieux. Et voilà, c'est des leçons qu'on peut prendre de ces événements malheureux. Voilà, voilà Julien, c'était le commentaire que je voulais donner. Bien, merci beaucoup Emmanuel. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose de particulier à ajouter sur ce sujet. Je me permets juste de noter que l'heure tourne, donc si quelqu'un veut Oui, virtuellement lever la main ou la voix. Oui, Oui, oui. vas-y. Oui, je voulais parler aussi de la façon que les outils de sécurité peuvent être utilisés pour la censure ou la surveillance. Peuvent jouer également un rôle crucial pour les individus, surtout dans les zones de conflit ou lorsque le gouvernement souhaite avoir un contrôle strict de l'Internet puis à l'exposition d'informations de ses citoyens. Pour certains, il peut sembler que les outils de cybersécurité sont utilisés pour contrôler leur vie puis leur liberté. L'industrie de la cybersécurité peuvent aider en créant peut-être plus d'outils qui sont faciles à utiliser, à comprendre puis à adopter. Puis on voit la plupart des technologies de cybersécurité sont des produits qui sont ciblés aux entreprises. Puis on voit beaucoup moins de produits qui sont destinés aux particuliers. Ça devient généralement la responsabilité des gouvernements ou des services pour sécuriser les clients puis les citoyens. C'est Théo. On va passer à la troisième phase, si vous voulez bien. Je vais repasser la parole à Dalia, puisque les thèmes de sensibilisation, c'est vraiment ta spécialité, ton cheval de bataille. Je te laisse avancer là-dessus. Merci Julien. Donc effectivement, en termes de prédiction, c'est vraiment d'accroître l'engagement en matière de sensibilisation à la cybersécurité, à la sécurité, mais pas que. Aujourd'hui, on constate un changement au niveau des motivations des responsables de sécurité pour la mise en place de programmes d'aide aux utilisateurs à comprendre les risques, à les détecter, à les éviter, comment les évaluer. Alors quelques chiffres rapides. Alors depuis 5 ans, ces chiffres semblent vraiment surprenants puisque aujourd'hui, en termes de motivation, alors on va retrouver en première position le fait que la motivation et l'objectif est d'avoir une meilleure culture cybersécurité. Et là, on retrouve à peu près 83% des responsables de sécurité qui s'inscrivent dans cette catégorie-là, c'est-à-dire le fait d'avoir une meilleure culture cybersécurité et un changement du comportement des utilisateurs, qui est lui aux alentours de 70%. Concernant la motivation, d'assurer plutôt la conformité et la réglementation, la sécurité. Donc ici, on retombe à 56% et seulement 23% sont motivés par une réponse directe à des incidents. Ces chiffres-là ne sont pas du tout ceux qu'on avait avant la crise, puisqu'on avait la partie conformité, la partie réponse aux incidents en haut du tableau et des statistiques en termes de motivation. Et on le voit année après année avec la multiplication justement des attaques, le spectre qui s'élargit de plus en plus, une prise de conscience, non pas que d'avoir un programme pour justement être conforme ou répondre à un incident, mais vraiment de mettre l'utilisateur au cœur de la stratégie cybersécurité, à savoir que on va mettre en place les mesures de sécurité au niveau de la technologie,
On va mettre également et s'appuyer sur la gouvernance, la conformité au niveau du schéma directeur, hein, au niveau des règles, des politiques, etc. Et on va également adresser l'aspect humain qui, lui, va être un vecteur très important au niveau des attaques, puisqu'on le sait, hein, l'ingénierie sociale, comme on l'a vu un peu plus haut, reste un vecteur très important d'attaque, de compromission. Je vais peut-être solliciter Théo pour nous donner quelques exemples de son expertise au niveau de la trajectoire et de la culture cybersécurité. Oui, merci Dalila. Puis on voit très souvent qu'on parle de culture, on parle de personnes. Puis les cybercriminels s'appuie toujours sur le désir humain d'être utile, puis d'être rapide en faisant des choses. Il s'appuie aussi sur les vulnérabilités humaines qui est nos émotions. Un lien malveillant ne s'écrit pas par lui-même. Un document, un fichier, un ransomware ne s'installe pas tout seul. Ça prend une action d'une personne. Dit que la sensibilisation puis les tests d'hameçonnage sont importants pour sensibiliser les gens comment détecter, mais ce n'est pas suffisant pour changer la culture de sécurité, qui est très important. Dans un programme de sensibilisation, beaucoup d'organisations ne prennent pas en compte la nécessité de former les gens à poser des questions. OK, mais je vois quelque chose qui est suspect, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends un téléphone pour valider, est-ce que c'est vraiment eux? Est-ce qu'on appelle le service d'assistance de valider la requête au lieu de fournir notre mot de passe tout de suite en appelant qui nous appelle sur le téléphone? Est-ce qu'on nous appelle de le dire, est-ce que c'est vraiment vous avant d'agir? On veut que le collaborateur pose ces questions sans avoir peur. S'ils ne savent pas comment faire quelque chose, c'est de demander des questions. Comment est-ce que je transmets ces documents avec des données confidentielles, mais les faire d'une façon sécuritaire sans contourner le contrôle pour des raisons de productivité ou de rapidité. Ils ne sont pas malicieux, ils veulent faire le travail, mais comment est-ce qu'on peut rendre ce travail plus facile? Aussi, quand on parle de culture, il faut aussi établir un processus qui permet aux utilisateurs, s'ils commettent une erreur, de ne pas avoir peur d'alerter quelqu'un. Parce qu'on veut qu'ils disent, ah, je suis mis mon mot de passe sur un site que je pense c'est malveillant. Comme ça, l'organisation va pouvoir minimiser les dommages, puis minimiser la propagation de cette attaque, parce que la personne a pris le temps. Il faut féliciter la personne qui n'avait pas peur de lever la main et de dire, oh, je fais quelque chose de mauvais, j'ai besoin d'aide. Puis aussi, quand on parle de la culture de sécurité, c'est de prendre la responsabilité de devenir responsable, puis de sonner l'alarme si on voit quelque chose d'inhabituel ou quelque chose qui peut conduire à une faille de sécurité. Un employé qui est bien conscient devient aussi le meilleur détecteur des menaces internes. Merci. Merci Théo. Oui. Emmanuel, je vais te demander peut-être un dernier mot rapidement avant de passer au quatrième thème. Oui, bien sûr. Donc, au niveau de la sensibilité, évidemment que le facteur humain a une importance cruciale. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les solutions en tout cas personnellement, que je couvre, c'est des solutions qui sont des solutions techniques, ce sont ce qu'on appelle des contrôles techniques. Mais on a également l'aspect, et j'insiste toujours sur l'aspect humain derrière, même si ça ne fait pas partie de mes attributions. Et en l'occurrence, les solutions que Dalila a couvert. Donc, on parle de Terra Nova qui font la promotion, donc qui font de la sensibilisation tout simplement, avec un suivi extraordinaire. Donc, voilà ce que j'aimerais ici dire en plus sur ce slide. Merci. Oui, on ne va pas être redondant avec ce qui a déjà été dit. Je crois que ça a été très, très bien dit. Je garderai juste en tête
ben, il faut rien considérer comme acquis. Il y a des vieilles recettes qui marchent encore très bien. On n'imagine pas la quantité de mails qu'on reçoit avec vous avez gagné et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. C'est des quantités phénoménales, des centaines et des centaines qui arrivent dans nos systèmes de messagerie toutes les semaines. La bonne vieille arnaque du président qui avait beaucoup fait parler il y a 2-3 ans et qui pourrait prêter à sourire, et ben elle s'est aussi complexifiée. Les auteurs ont aussi amélioré leurs hameçons, je dirais. Et comme l'a dit Théo, en fait, les gens généralement veulent rendre service. En fait. Donc, quand on veut rendre service, et ben voilà. Et des fois, on fait les choses de manière un peu précipitée ou sous une impulsion, tout simplement. Et c'est vraiment important d'inculquer cette culture aux gens, de prendre le temps de leur faire prendre conscience que toutes les actions qu'ils mènent dans leur environnement de travail, finalement, peuvent avoir des conséquences assez graves. Et il faut inculquer ces automatismes et avoir les bons réflexes. Passer à la Julien, dernière. Oui. je voulais juste rajouter une toute petite chose, je vais être très rapide. Oui. Insister sur l'amélioration des outils dont disposent ces délinquants informatiques, qui n'est pas à prendre à la légère. Et justement, l'adaptation au niveau de la formation est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, c'est un petit point, mais je voulais insister dessus. Merci Julien. Je t'en prie. Et puis donc on va aborder le dernier point. Alors je suis vraiment désolé. Le premier problème technique ont dû nous perturber un petit peu. On est extrêmement short en time, donc on va devoir aborder ce dernier point en 8 minutes pour libérer notre audience au bout d'une heure comme nous y étions promis. Donc le dernier point, et qui pourtant n'est pas des moins importants, et je pense qu'on aura l'occasion de reboucler dessus avec les perspectives quand même un petit peu de réjouissance qu'on peut avoir, les bons points que l'on pourra garder de nos discussions, qui concernent donc la collaboration que devront mettre en place les organisations, les entreprises pour parer de manière bien plus efficace à la menace de manière générale. À titre personnel, je pense que c'est vraiment un aspect très important. Tout le monde a des compétences, tout le monde a des connaissances et on n'a pas nécessairement les mêmes que celles du voisin. Et je pense qu'il est vraiment important que les entreprises prennent le pli, prennent l'habitude d'échanger beaucoup plus autour de ces sujets. Je pense qu'il y a eu des efforts et il y a des changements d'habitude que l'on constate. C'est très positif et il faut vraiment encourager ces aspects-là. On constate des améliorations d'ores et déjà entre les organisations publiques et privées. Je pense que les gouvernements prennent de plus en plus leur part aussi et ça fait partie des choses qui sont positives. Mais je pense qu'il est vraiment important que voilà, partager les attaques qu'on a subies. Alors, on n'a pas forcément besoin de se déshabiller complètement et de rentrer dans tous les détails des temps et des aboutissants, mais au moins partager sur comment ça s'est passé et faire des retours d'expérience sur comment on a pu réagir sur sur tous peut-être les changements qui ont été mis en place, qu'est-ce qui marche pas. Moi, je vous encourage vraiment tous les gens qui est avec nous aujourd'hui à regarder dans vos catégories, au niveau des associations, au niveau des clubs, etc., d'échanger entre vous, entre entités. On voit même de plus en plus de sociétés qui commercialement sont concurrentes entre elles, mais qui de plus en plus arrivent à collaborer et voient un intérêt, qui constatent que c'est pas du tout un frein à faire du business, bien au contraire, et que c'est vraiment un exemple parfait de on est bien plus fort quand on est ensemble en fait. Emmanuel, je te redonne la parole à ce sujet. Oui, Julien, donc je vais essayer de parler rapidement, mais de manière claire. Donc, effectivement, il y avait une tendance, et on voit qu'elle s'amenuise, et c'est une très bonne chose, à précieusement garder les signatures d'attaque, les hashes, toutes les choses qui vont permettre une meilleure détection. Donc, il y a certes le côté compétitif de la concurrence entre les différentes solutions, c'est une chose, mais je pense qu'aujourd'hui, le proverbe bien connu, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, est bien ancré et de plus en plus accepté. Alors évidemment, c'est des mots un peu forts, mais je parle en parlant du proverbe, mais c'est des choses qui s'appliquent de plus en plus. Donc on voit, et je pense que ça va prendre de l'ampleur, de plus en plus de collaboration au niveau détection, c'est-à-dire qu'on fait face euh, aux mêmes hackers, aux mêmes délinquants informatiques, et donc à ce niveau-là, la concurrence, elle ne s'efface pas pour autant, mais à ce niveau-là, eh bien, on se rend bien compte et de plus en plus
que la collaboration est essentielle et que ça renforce tout le monde. Ensemble, on est plus fort. C'est pas juste une belle phrase, mais ça s'applique concrètement. Et je peux voir de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit au niveau privé ou au niveau gouvernemental. Voilà, au niveau gouvernemental. Voilà, Julien. Merci. Théo, un petit mot peut-être là-dessus rapidement. Oui, oui, rapidement, je voulais dire que la collaboration euh, euh, qui ça se passe aujourd'hui, ça se passe soit d'une équipe à une équipe ou un individu à un individu. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est engagée à faire ces échanges. C'est pour ça que c'est très important d'avoir la communauté d'entreprise de dire oui, on va faire des échanges d'informations d'intelligence. Des fois, ça se peut que ça soit des échanges avec nos compétiteurs. Comme ça qu'on a ce processus en place, puis juste pas un petit effort discrétionnaire, mais vraiment contribuer à la cause de la cybersécurité de notre monde. Puis aussi un autre point, on vient juste de parler sur les questions géopolitiques. C'est très important d'avoir les échanges de menaces à ce niveau-là. Parce que c'est le gouvernement qui doit aussi commencer à collaborer avec le secteur privé pour faire ces échanges d'informations. On voit beaucoup de nombreux gouvernements qui ont déjà mis en place des programmes pour des échanges avec le secteur privé, mais ce n'est pas tout le monde qui est inclus. Puis l'information peut-être n'est pas toujours transmise à la vitesse idéale à tous ceux qui ont besoin de savoir puis agir. Merci Julien. Merci à toi. Et puis peut-être pour terminer, parce que vraiment le temps tourne, je vais laisser le mot de la fin à Dalila. On avait à cœur quand même d'évoquer quelques signes d'optimisme. Je pense qu'on n'aura pas le temps de refaire un tour de table complet, mais peut-être Dalila, je peux te laisser conclure sur ces aspects-là. Merci Julien. Alors oui, effectivement, il y a des signes d'optimisme. Alors j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Alors si on reprend par exemple la réglementation, c'est vraiment, on revient sur la partie gouvernance, puisqu'il faut qu'on adresse ces risques-là, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on se conforme, et il faut qu'on ait les bonnes réponses. En termes d'humain, donc on va revenir sur les signes d'optimisme qui sont justement les tensions autour de la filière. Alors si on prend par exemple l'exemple ici même en France, on va retrouver une stratégie nationale pour la cybersécurité qui est dotée d'un fonds de 1 million d'euros et un objectif très soutenu pour avoir un recrutement ou une formation d'ici à 2025 avec un objectif de 37 000 ressources. Si on revient sur la partie accompagnement du facteur humain, du risque lié au facteur humain, on va retrouver justement le changement de culture au niveau des motivations des responsables de sécurité, non pas se conformer à un programme ou répondre à un incident pour éduquer les utilisateurs, mais vraiment instaurer une culture cybersécurité. Ça devient une motivation et c'est très important. Donc voici un petit peu de mon côté pour les signes d'optimisme. Alors peut-être que l'un d'entre vous pourrait éventuellement boucler sur ceci. Allez, il nous reste une dernière minute. Il y a un volontaire? Sinon, on va en rester là sur cette note d'optimisme. On avait prévu de faire un dernier récapitulatif de tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, mais je suis sûr que tout le monde a été très attentif et que personne ici n'a besoin de réentendre de nouveau les mêmes choses. Donc, non, blague à part, je vais juste terminer en vous disant que à la fin de ce webinaire, donc, vous allez avoir un petit sondage qui va reprendre un petit peu certaines questions sur vous avez passé cette heure avec nous. S'il y a des choses qui vous semblent intéressantes, n'hésitez pas. Encore une fois, merci d'avoir participé au premier et puis à toutes les personnes qui ont passé du temps avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons très rapidement l'occasion d'avoir de nouveau un rendez-vous avec la communauté cyber francophone. Et à n'en pas douter, bien, nous allons communiquer de notre agenda de webinaire
très prochainement. Comme je vous l'ai dit en début de session, chacun d'entre vous, vous allez recevoir une version enregistrée, donc ou un lien en tout cas vers l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nouveau et à vous dire à très bientôt.